Un infarctus, rien que le mot, ça fait peur. Ça bouleverse une vie, c'est certain, mais au-delà de l'urgence physique, il y a tout un voyage intérieur, une reconstruction psychologique qui, elle, est souvent invisible. Aujourd'hui, on va justement explorer ce parcours émotionnel en s'appuyant sur les analyses de la psychologue clinicienne Sandrine Paul. C'est tellement vrai cette phrase. Pour énormément de gens, un infarctus, ça coupe la vie en deux chapitres. C'est pas juste un pépin de santé, non, c'est une vraie rupture. La vie telle qu'on la connaissait, eh bien, elle bascule. Alors, comment est-ce qu'on entame ce nouveau chapitre? Forcément, ça commence par un choc. On va donc s'intéresser à cette toute première étape du parcours, comment on gère le traumatisme psychique juste après. C'est ça qui est souvent déroutant. L'impact émotionnel, il arrive en décalé. À l'hôpital, on est concentré sur le corps, sur le fait de survivre. Mais le choc psychique, lui, il attend. Il attend souvent le calme, le silence du retour à la maison pour frapper à la porte. Et là, une série de réactions peuvent apparaître. L'anxiété, les pensées qui tournent en boucle, les émotions à fleur de peau. Il faut savoir que tout ça, c'est un processus normal. C'est simplement le cerveau qui essaie de digérer le traumatisme. Ce sont des vagues que beaucoup de survivants traversent. Et puis, bien sûr, il y a la question. La question tellement humaine qui finit toujours par arriver. Pourquoi moi? Ça mène souvent à un sentiment d'injustice, une recherche de sens. C'est une étape clé pour essayer de mettre des mots sur ce qui nous paraît juste, incompréhensible. Cette métaphore de l'épée de Damoclès, elle est parfaite. Elle illustre brillamment cette peur constante de la récidive. C'est une angoisse qui plane, une hypervigilance qui s'installe et qui teinte vraiment tout le début de la convalescence. Ok, alors face à cette peur, on fait comment pour avancer? C'est là qu'arrive un tournant absolument crucial dans le parcours. Il faut comprendre ce que ça veut dire, accepter cette nouvelle réalité. Une étape essentielle, c'est de faire le deuil de sa vie d'avant. Attention, ça ne veut pas dire l'oublier, mais plutôt lui faire de la place pour pouvoir écrire un nouveau chapitre. Un chapitre qu'on va construire consciemment, brique par brique. C'est une transformation, pas une amputation. Et c'est là qu'il y a souvent un malentendu sur le mot acceptation. Accepter, ça ne veut pas du tout dire se résigner ou baisser les bras. C'est même tout le contraire. C'est le moment précis où on recommence à reprendre le pouvoir sur sa propre vie. La peur, même si c'est difficile, elle peut en fait devenir un moteur super puissant. Elle active notre instinct de survie qui, lui, va nous pousser à faire des changements positifs et nécessaires dans notre vie. Du coup, la peur n'est plus une ennemie qui paralyse, elle devient une alliée qui guide. Cette acceptation, elle passe aussi par un nouveau rapport à son corps. Il faut réapprendre à vivre avec la fatigue, avec les effets des médicaments, avec de nouvelles limites. Et ça demande de beaucoup communiquer avec les médecins et les proches, parce que ces nouvelles réalités, pour l'entourage, elles sont souvent invisibles. Alors, concrètement, comment on passe de l'acceptation à l'action? Comment on passe de survivre à vivre pleinement? C'est la phase de reconstruction active. La reconstruction, ça commence souvent par un grand tri. On met tout sur la table et on sépare ce qui est essentiel, ce qui nous nourrit, de ce qui est superficiel, ce qui nous épuise. C'est une réévaluation de ses priorités et elle est parfois radicale. Et ce qui fait toute la différence, c'est que ces nouvelles habitudes, elles doivent avoir du sens pour soi. Ça ne peut pas être juste une liste de bonnes résolutions dictées par les médecins. La vraie adhésion, elle vient de l'intérieur, d'une envie profonde. Et c'est là qu'on arrive à un paradoxe assez fascinant. Pour certaines personnes, cette réévaluation forcée des priorités les amène à un bien-être, un calme intérieur qu'elles n'avaient jamais connu avant. C'est la crise qui, étrangement, mène à une vie plus authentique. Bien sûr, toute cette reconstruction intérieure, ça a des répercussions sur le monde extérieur. La dernière étape du parcours, c'est de réapprendre à naviguer dans ses relations sociales, à se reconnecter aux autres, mais d'une nouvelle manière. En famille ou en couple, tout l'enjeu, c'est de trouver un équilibre hyper délicat entre l'autonomie et le soutien. Il faut éviter la surprotection qui infantilise, mais aussi l'indifférence qui isole. La clé, c'est de parler encore et encore, car personne ne peut deviner ce qu'on ressent. Ah, cette petite phrase, on l'a tous entendue. Elle part d'une bonne intention, mais elle tombe complètement à plat. C'est fais attention, ça crée plus d'angoisse qu'autre chose, parce que ça peut être reçu comme un jugement. Ça mine la confiance qu'on essaye de reconstruire. À l'inverse, voilà à quoi ressemble un soutien efficace. C'est une phrase qui redonne le pouvoir à la personne. Elle offre une présence, une sécurité, mais sans aucun contrôle. En gros, ça veut dire « je te fais confiance et sache que je suis là ». Et au travail. Reprendre sa place, ça demande aussi de faire des choix. Qu'est-ce que je raconte? À qui?
L'idée, c'est de gérer son histoire pour se protéger, pour ne pas avoir à se justifier sans arrêt et pour rester maître du récit. Finalement, le message clé de tout ce cheminement, c'est ça, l'intégration. L'infarctus devient une partie de son histoire de vie, mais il ne doit pas devenir toute l'histoire. C'est cette intégration qui permet non seulement de guérir, mais aussi de grandir et de se projeter de nouveau vers l'avenir. On termine avec cette question qui change complètement la perspective. Et si, au lieu de voir ça comme un fardeau plein de restrictions, prendre soin de soi devenait une nouvelle façon de vivre? Une façon positive, joyeuse et surtout une façon qu'on a choisie.